Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, vendredi 17 février, mettons-nous d'accord aujourd'hui autour d'Alex Darmon, journaliste politique, votre chaîne politique de débat politique Les Indécis est sur YouTube, Lucas Véran, adjoint au maire de Neuilly, bonjour. Bonjour. Lucas Jakubowicz, journaliste politique, rédacteur en chef adjoint de Décideur Magazine, rédacteur en chef, même tout ça, tout simplement oui, maintenant. Hein. 2019. Oui, je sais, mais vous savez, on a du mal à suivre. Je vois Juliette qui me fait un petit signe. Moi, je lis bêtement ma fiche, mais vous voyez, je rectifie. J'ai encore le cerveau qui fonctionne. Rédacteur en chef de Décideur Magazine. Et vous avez publié un excellent livre, Un animal pour les gouverner tous, aux éditions Arquet. C'est le lien entre les politiques et les animaux. Et c'est passionnant, franchement. Un petit livre que je recommande à tout le monde. Et Shannon Seban, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On est ravis de vous accueillir. C'est une première. Vous êtes présidente de Renaissance en Seine-Saint-Denis et élue à Rosny-sous-Bois. Petit point, bilan des débats autour de la réforme des retraites, quid de la mobilisation, hier moins de monde dans les rues, on va revenir sur la motion de censure du RN, la natalité au cœur des débats hier, et puis Jean-Luc Mélenchon aussi au cœur de l'actualité. Tous ces sujets avec vous. On commence notre tour de table avec qui on va commencer, avec Lucas. Lequel Lucas Véran. Alors Valérie, moi je voulais faire un coup de cœur finalement sur la perception des Français quant à l'entreprise, parce que il y a un sondage qui a été réalisé hier par Ellab et publié en exclusivité dans Les Échos, qui montre que les Français ont à 70% une image positive de l'entreprise, ce qui est parfois à rebours des discours que l'on peut entendre ici et là. Et plus étonnant encore, ils sont 58% à nommer l'entreprise comme une entité qui est finalement capable de transformer leur quotidien et de répondre aux enjeux publics. Et fait étonnant, ils sont mis devant les élus, dont je fais partie, mais l'ensemble des élus, maires, députés, bref, devant la politique. Ils sont au même niveau que finalement que les citoyens qui se projettent eux-mêmes comme les principaux transformateurs, et puis les soignants. Donc, ce qui prouve bien que les Français sont attachés au rôle de l'entreprise dans la manière qu'elles auront de relever un certain nombre de défis auxquels nous sommes confrontés. Donc vive l'entreprise et surtout charge à l'entreprise d'assumer cette responsabilité et relever les défis. C'est pas trop ce qui ressort, en tout cas dans les médias et dans le petit bruit médiatique sur l'entreprise. Alors vous avez sûrement un avis sur la question, oui, vous avec aussi, une petite Lucas. anecdote qui m'est arrivée hier. Ouais. Alors moi j'étais il y a bien longtemps étudiant à Sciences Po Grenoble et j'ai reçu hier un appel du directeur de mon master, qui est un master de statistique et de marketing, qui est vraiment le master le plus professionnalisant, qui permet de faire la plus belle carrière en entreprise. Visiblement, le master l'an dernier n'a pas eu son quorum d'élèves. Il risque de fermer. Incroyable. Les jeunes élèves de Sciences Po veulent tous faire des masters culture, ONG, environnement, etc. Délaissent totalement le monde de l'entreprise, rejettent les cadres d'entreprise qui viennent faire des conférences à l'IEP. Donc globalement, oui, je suis tout à fait d'accord avec Lucas. Les Français, notamment les jeunes, attendent beaucoup de l'entreprise, ont confiance en elle. Mais il y a quand même un microcosme qui rejettent l'entreprise, et c'est con parce que c'est ceux qui vont diriger le pays à terme. Vous faites plaisir à Sophie de Menton, j'aime ma boîte. Oui, je ne sais pas si vous avez un avis sur la... Oui. Je voulais juste réagir, Lucas, parce que c'est très intéressant, et c'est un peu ce que vous disiez, il y a un biais finalement d'écart entre la perception parfois médiatique de l'entreprise et puis la réalité incarnée dans les territoires, où finalement beaucoup de jeunes artisans, de jeunes professionnels, en fait ont une très bonne image de l'entreprise, déjà parce qu'ils sont entrepreneurs. Ça, on a tendance à l'oublier, nous, urbains, métropolitains, qui travaillons en général dans des grandes entités, ou en tout cas souvent, mais la réalité du tissu économique du pays, c'est énormément de TPE, énormément de PME, qui sont, si vous voulez, pas réceptionnaires de dividendes affolants chaque année, et qui bénéficient de contextes géopolitiques défavorables pour avoir des résultats records. Donc je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit, et c'est vrai que dans les formations de sciences politiques, etc., dont moi-même je suis diplômé, c'est parfois un discours qui ressort
essor, mais qui est complètement, si vous voulez, décorrélé, à mon avis, de la réalité de ce qui est vécu dans le pays. Et peut-être caricaturé parfois. Shannon, votre coup de gueule à vous, ou coup de cœur plutôt, c'est un coup de cœur ou un coup de gueule? Eh bien, on a eu tellement de coups de gueule dans l'hémicycle qu'aujourd'hui, je vais plutôt vous parler d'un coup de cœur qui est la loi qui a été votée, qui permet donc aujourd'hui d'accorder un congé menstruel pour toutes les femmes en Espagne. Une loi qui a été portée par la ministre de l'égalité espagnole Irene Montero. Et donc désormais, pour la première fois, par ailleurs, c'est une mesure qui est inédite en Europe. Toutes les femmes pourront bénéficier d'un congé menstruel dès lors qu'elles ont des règles douloureuses, notamment liées à l'endométriose. Donc vous avez quelques pays dans le monde qui ont déjà franchi le cap. Je pense notamment au Japon, à la Corée du Sud de mémoire, à la Zambie. Donc il y a certains pays qui ont déjà franchi le cap et je me réjouis de cette décision. Je pense que c'est une mesure qui va par ailleurs faire du bruit en France et je suis sûre qu'on va s'en emparer dans le débat politique français. Donc je trouve que c'est une très belle avancée. Il me semble toutefois qu'il faudra être particulièrement prudent pour ne pas créer une certaine discrimination et je crois que c'est la crainte de certaines personnes qui au contraire pensent que cela pourrait ouvrir la voie à une discrimination envers les femmes. Mais effectivement, je pense que ça ouvre le débat sur aujourd'hui le fait que les règles ne sont plus un tabou pour toutes les femmes et qu'on peut accorder un congé menstruel dès lors que les règles sont douloureuses. Donc je trouve que c'est une très bonne nouvelle dont je me réjouis. Ça rejoint le sujet de l'entreprise. Je sais qu'on en a parlé plusieurs fois avec Sophie de Menton qui, elle, estimait que c'était un sujet... une fois de plus pour ne pas aller travailler. Aujourd'hui, on a des arrêts maladie, on a des arrêts qui sont proposés par les médecins pour faire du télétravail. Oui, mais c'est les arrêts maladie pour faire du télétravail, ça peut, et d'ailleurs ça avait été un sujet que le gouvernement, et on peut lui rendre grâce de cet effort, avait voulu maîtriser, parce qu'il y a un certain nombre de médecins qui ne jouent pas le jeu et ça peut s'apparenter à la fraude. Là, on parle de quelque chose de totalement différent et c'est un vrai progrès, une vraie avancée. C'est comme, est-ce que Sophie de Menton, pour laquelle par ailleurs j'ai beaucoup d'estime, je sais pas si elle nous écoute souvent. Je suis d'accord avec beaucoup de positions que vous défendez, chère Sophie, si vous nous écoutez, mais le congé paternité, est-ce qu'on va dire que c'est quelque chose qui vient réduire la possibilité de travailler? Je pense pas. Donc les efforts comme ça, ils sont effectivement à saluer. Oui. Non, juste Alex pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Shannon, ce qui est intéressant dans cette proposition, c'est ce que font les Espagnols. On est souvent en retard en France politiquement sur ce que font ces pays où on dit qu'ils sont eux très machistes, tout ce qu'on veut, avec tous les clichés qu'on leur appose et aux Espagnols et aux Italiens. Et souvent, ils sont vraiment en avance sur ces questions de lutte d'égalité des sexes, notamment je pense au plan qu'ils avaient fait où ils avaient distribué des milliards d'euros pour lutter contre les violences faites aux femmes. Ils ont réussi. Et ils ont réussi. Et beaucoup de candidats à l'époque, pendant l'élection présidentielle, s'étaient inspirés. Je pense à Yannick Jadot, qui avait voulu, notamment dans son programme, investir des milliards d'euros sur ces violences faites aux femmes, en disant et en l'affirmant que c'était vraiment tiré du modèle espagnol. Donc effectivement, ça va arriver progressivement, j'en suis sûr, dans notre modèle politique. Et c'est intéressant. Sophie participe à distance, elle nous écoute et elle dit pas besoin de médecin quand une salariée dit je ne suis pas bien, on gère depuis des années. Oui, bonjour Sophie, si elle nous écoute effectivement, je vous rejoins tout à fait. Il n'y a pas besoin de... Si quelqu'un ne se sent pas bien, si effectivement il y a des règles douloureuses, on peut tout à fait se mettre en arrêt maladie. Mais c'est pas une chose qui est si simple et je crois qu'aujourd'hui on a besoin de briser ce tabou-là. Donc pourquoi ne pas mettre des mots sur les mots? Effectivement, il y a un problème et une maladie qui est un fléau dans notre société et dont on parle malheureusement trop peu, c'est l'endométriose. Bien sûr. Vous avez d'autres maladies par ailleurs qui touchent les femmes, dont on parle très peu, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Vous avez beaucoup de pathologies qui touchent les femmes, qui sont des maladies qui par ailleurs sont invisibles, mais qui sont profondément handicapantes. Donc de la même façon que vous avez par ailleurs des personnes qui se mettent en arrêt de travail parce qu'elles sont en dépression ou parce que vous avez certaines maladies qui sont a priori invisibles, pourquoi ne pas créer justement et décomplexer le débat dire autour, les choses. Mais bien sûr, dire les choses. Alors, et en Espagne, dans ce même projet de loi, changement de genre dès 16 ans qui est autorisé. Et ça, c'est autre chose. Oui, c'est encore autre chose, mais ça fait partie du package du projet de loi donc visant à faciliter le changement de genre
genre à l'état civil dès 16 ans a été adopté par le Parlement hier. Mais ça rejoint ce qui se passe en France. Et ce matin, dans le Figaro, il y a une polémique autour de la CAF, de la Caisse d'allocation familiale, qui, sur son site, propose un article sur né dans le mauvais corps. Ouais. C'est-à-dire comment en parler à son enfant, comment réagir face à un enfant qui dit qu'il n'est pas né dans le bon corps. Donc certains disent, sous couvert d'apporter une aide aux parents confrontés aux difficultés de leurs enfants, cet article se fait le porte-parole d'associations militants pour banaliser et encourager la transidentité. Ouais, mais alors là, pour le coup, je vais peut-être être un peu politiquement incorrect, mais très honnêtement, quand je disais qu'on était en retard par rapport à des pays comme l'Espagne ou l'Italie sur ces questions, surtout l'Espagne d'ailleurs, de violences faites aux femmes et de lutte contre les inégalités entre femmes et hommes, pour le coup, je pense que là, on est en retard et ça s'est déjà passé, ce que vous dites, dans des pays nordiques, en Suède, en Finlande, en Norvège, et là, ils en reviennent, hein. C'est-à-dire qu'ils ont des problèmes à gérer les gens des jeunes qui disaient qu'ils n'étaient pas nés dans le bon corps parce qu'ils les ont mal accompagnés. Moi, je suis pas là, je juge pas. Chacun peut être né dans le mauvais corps. C'est malheureusement un problème qui appartient à chacun. En revanche, c'est pas banal. Il faut accompagner ce genre de propos. Il faut accompagner ce genre de comportement, ce genre d'envie. Et ils ne l'ont pas fait dans ces pays-là. Et aujourd'hui, quand vous regardez les chiffres, vous avez près de 10 à 15% de personnes qui ont dit qu'ils étaient nés dans le mauvais corps et qui ont fait ces démarches-là, qui veulent revenir en arrière. Et c'est impossible. Impossible. Donc il faut vous dites quoi, que la CAF a raison de publier ce genre d'article Je ne sais pas si elle a raison. En tout cas, je l'ai pas lu l'article. Mais si elle le publie, je pense qu'il faut qu'elle le rédige vraiment correctement, qu'elle accompagne, qu'il y a un vrai cycle peut-être de conférences, j'en sais rien, mais pour les personnes concernées. Mais je trouve que c'est quelque chose qui est en train de se banaliser dans notre société et qu'on n'en parle pas assez et qu'on ne parle pas assez des risques, en tout cas. Oui. Un avis, non? Non, c'est un débat qui me dépasse. Un débat qui vous dépasse. Mais en tout cas, j'ai vu ça ce matin dans le Figaro, et peut-être qu'effectivement le congé menstruel arrivera pour en France également. Alex, c'est un coup de gueule. C'est beaucoup plus politique. Oui. Là, on arrive dans le dur, voilà. Parce que... Non, c'est un coup de gueule qui est un peu qui revient toujours à chaque fois. C'est sur les chiffres qui sont publiés et par les syndicats et les chiffres qui sont publiés par les autorités. Moi, ça me fascine, honnêtement. Et par occurrence, qui maintenant est en dessous même de la police. Puis surtout, qui est toujours cité en occurrence. On ne sait pas pourquoi, mais bon, bref. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ces chiffres sont vraiment varient du 10% à 100%. Entre les syndicats et les autorités. Et je n'arrive pas à comprendre comment, en France, on n'est pas capable d'avoir un peu d'honnêteté intellectuelle entre les syndicats, mais aussi la police, et de se dire, mais vraiment, comptez réellement. Quand vous voyez les chiffres des manifestations cette semaine, la différence, à Paris, vous avez les syndicats qui annoncent qu'il y a 300 000 manifestants, et vous avez la préfecture qui en annonce 37 000. Et occurrence, qui est maintenant en dessous même de la préfecture. À Albi, qui était quand même le centre névralgique de cette journée, ils disent que les syndicats disent qu'il y a 55 000 manifestants et la préfecture en annonce 10 000. Enfin, franchement, il y a quand même une différence colossale entre les chiffres annoncés par les syndicats et la police. Et je sais qu'on en rigole. C'est ridicule. Hein. Ouais, mais on en rigole tout ce que vous voulez, mais il y a un moment donné, il faut quand même, pour pouvoir prendre le pouls de cette manifestation et de cette contestation, savoir vraiment les chiffres. Alors, on va en reparler tout de suite après la pub, 9h04. Et les aliments gras, ça les sucrés. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h, effectivement ces chiffres de comptage que vous évoquiez, Alex Darmon, qui sont... on a du mal à comprendre comment on n'arrive pas à... Shannon, j'imagine que vous observez ça aussi avec attention, comment on arrive à des disparités comme ça, et surtout avec le temps qu'on n'ait pas trouvé un moyen de se mettre d'accord au plus près. Je crois qu'il y a aussi un effet, il y a aussi une volonté de la part des oppositions de gonfler les chiffres. On était hier, jeudi 16 février, à la 5e journée de mobilisation avant la grande mobilisation du 7 mars. Il y a aussi, il faut le dire, une volonté, face à une mobilisation qui s'essouffle, des oppositions de gonfler les chiffres. Quand vous avez des différences telles que le rappelait Alexandre, il y a bien quelque chose qui cloche. Moi, je crois que derrière tout ça, ce qui se cache, c'est effectivement une volonté des oppositions de gonfler les chiffres pour montrer qu'il y a une mobilisation qui est très forte, alors même que celle-ci est en train de s'essouffler. Et je crois qu'on aura l'occasion de revenir à ce sujet. Mais c'est la coalition de la NUP est en train de se diviser. On voit bien que sur la réforme des retraites, aujourd'hui, la NUP est en train de se ridiculiser.
et prouve qu'in fine, il y a quelque chose qui ne tient pas derrière tout cela. Là, vous amenez tout de suite vous rentrez dans le dur du sujet. Je rentre dans le Alors, dur. Lucas. Non, mais il ne faut pas que la mauvaise foi des centrales syndicales entraîne la mauvaise foi non plus de votre part. C'est vrai qu'il y a une mobilisation inédite. Par ailleurs, moi, je suis tout à fait favorable au projet de réforme. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des chiffres qui sont, on va dire, montés en épingle. Mais fondamentalement, on peut tous le constater, cette mobilisation et sa vitalité, sa force, elle est réelle. Et surtout, et comme Alex le disait, le fait que dans des villes comme Albi, il y ait, que ce soit 10 000 ou 55 000, le fait que dans une ville comme Annonay, dont est issu, dont a été maire Olivier Dussopt, il y ait près de 10 000 manifestants, c'est quelque chose, à mon avis, qui est intéressant. Et il est évident que cette réforme-là, elle soulève un mouvement de contestation populaire inédit depuis 30 ans. Donc, il ne faut pas le nier, il ne faut pas dire directement, et je ne dis pas que c'est ce que vous avez dit, loin de là, mais voilà, cette mobilisation s'essouffle. Oui, il y a 5 journées de mobilisation, ça ne va pas crescendo comme ça, mais il ne faut pas non plus rentrer dans un jeu de provocation, parce que si vous voulez qu'ils bloquent le pays en disant on fait des grèves reconductibles, ils peuvent le faire. Mais ils le feront probablement le 7 mars. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une certaine marge de manœuvre et qu'ils soient un minimum cohérents dans les chiffres qu'ils annoncent. Quand vous avez parfois des chiffres qui varient du quadruple au quintuple, très sincèrement, il y a un problème de cohérence derrière tout cela qui dessert la cause même qu'ils prétendent défendre. Faisons preuve d'un petit peu de bon sens. Des deux côtés, les chiffres. Mais même les préfectures, la police, à mon avis, honnêtement, elles ont des consignes, on le sait, c'est déjà arrivé, pour minimiser ces chiffres-là. Ce que je veux dire, moi, dans mon coup de gueule, entre guillemets, c'est que peut-être qu'il y a un juste milieu et que la raison devrait nous pousser à dire, au final, c'est entre les deux que ça se situe et que les cabinets qui comptent indépendamment ne nous disent pas n'importe quoi en disant que c'est encore en dessous de ce qu'annonce la préfecture. C'est pas au doigt mouillé. Enfin, je veux dire, on parle quand même de chiffres qui sont suffisamment sérieux. Je pense que la préfecture ou les autorités, quand elles annoncent un certain chiffre, c'est que c'est un minimum vérifié, c'est un minimum appuyé, tangible et légitime. Oui, mais enfin, quel minimum par rapport l'écart est tel qu'on a du mal à. J'ai pas envie de remettre la faute sur les syndicats, mais il y a un moment quand ils vous annoncent comme hier, jeudi 16 février, on vous annonce des chiffres de 1 million de manifestants ou autres. Enfin, c'est complètement lunaire. Il y a un moment, il faut faire preuve de raison et de bon sens. Et à mon avis, je prendrai pas position, mais je sais où se situe voilà. Lucas. Sur le coup de cœur, coup de gueule ou sur les syndicats? Non, sur les syndicats, sur les chiffres. Je sais pas, depuis 15 ans qu'on lit les journaux, on a l'habitude de couper, on coupe la poire en deux et puis voilà. Alors vous avez un coup de cœur. Oui, c'est rare. Et en plus, c'est sur la France Insoumise. Donc oui, je me suis dit, est-ce que c'est ironique? Non, c'est pas ironique. C'est pas ironique. Allez-y. C'est sur la France Insoumise dans la réforme des retraites. En fait, depuis plusieurs semaines, quand on regarde, qu'on lit, qu'on entend les médias, on a l'impression que les députés LFI, c'est une espèce de horde de gens qui sont braillards, enguenilles, acrimonieux, qui passent leur temps à chercher le clash, le buzz. Et quand ils bossent, c'est pour faire des milliers d'amendements qui bloquent le débat. Donc, en quoi c'est un coup de cœur? Donc, vous allez voir. Moi, en tant que journaliste politique, ça fait plusieurs semaines que je rencontre beaucoup de députés qui sont soit dans la majorité, soit dans l'opposition, donc LR ou LFI. Et en fait, il apparaît que la situation elle est un peu plus complexe. En réalité, en commission des affaires sociales, donc c'est là où se fait vraiment le travail de fond sur la réforme, les députés LFI, en réalité, sont investis, travaillent, bossent leurs dossiers, les connaissent. Ils ont un truc qui est très très propre à la gauche de la gauche, c'est qu'ils ont des ramifications très fortes dans l'administration, dans les syndicats, dans le monde universitaire, donc ça leur permet d'avoir des remontées qui permettent au quotidien d'améliorer le projet de loi, parce qu'il y a des trucs que le gouvernement n'a pas vus et que eux peuvent voir. Ouais. Ils sont aussi, et ça c'est assez stupéfiant, mais ils auditionnent beaucoup de gens qui pensent pas forcément comme eux. Alors il y a un autre scoop aussi que les gens ne savent pas vraiment, mais c'est qu'en commission des affaires sociales, globalement, les députés LFI travaillent plutôt en bonne intelligence avec les députés d'autres bords politiques. Il y a même des sortes, entre guillemets, de bromance entre députés LR, LFI, LRM. Je sais que c'est tout à fait contre-intuitif, mais en réalité, c'est simple. C'est qu'en fait, quand on a l'Assemblée nationale et qu'il y a l'hémicycle, les députés, en fait, sont par groupe partisan. Donc un bloc... Voilà, ils surjouent l'opposition. Et en réalité, quand on est en commission, on est sur des grandes tables avec les députés de tous les bords qui sont côte à côte. Ils sont obligés de travailler, et c'est pas nouveau. C'était aussi le cas, par exemple, pour le vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale, où tous les bords ont travaillé ensemble en bonne intelligence. Alors, moi, je trouve que c'est un peu dommage de voir les médias, mais aussi les insoumis eux-mêmes qui surjouent. Les médias, enfin, je veux pas défendre les médias forcément, mais globalement, ils se font l'écho de ce qui se passe. Et justement, les insoumis sont un peu fautifs là-dessus, parce que je comprends pas pourquoi ils mettent en scène
une opposition, on va dire, hyper importante pour, entre guillemets, plaire à leur base, alors que ça nuit à leur intérêt et ça nuit à la démocratie au global. Donc, je sais que Shannon, vous allez bondir. Là, c'est très sincèrement, si je peux me permettre. Je suis désolée, j'ai du mal à contenir mon agacement, mais aujourd'hui, le discours que vous êtes en train de tenir, c'est qu'on devrait se féliciter que les députés de la France Insoumise travaillent à l'Assemblée nationale et au sein de l'hémicycle. Non, j'ai pas dit ça, Shannon, déformez pas. Il me semble que très sincèrement, c'est le rôle des parlementaires, c'est le rôle d'un élu de la nation que d'être investi au sein de sa commission, de ne pas déserter l'hémicycle. Et je crois qu'aujourd'hui, plutôt que d'avoir un coup de cœur pour les députés de la France Insoumise qui, paraît-il, travaillent, on devrait plutôt avoir un coup de gueule face à l'attitude des députés de la France Insoumise qui, aujourd'hui, est inacceptable. Il n'y a pas un jour sans qu'on n'ait pas une invective de la part d'un député de la France Insoumise qui insulte sans aucune honte un ministre de la République. Vous avez Aurélien Santoul qui se permet de traiter le ministre du Travail, Olivier Dussopt, d'assassin, et c'est normal. Adrien Quatennens, condamné pour violence conjugale, revient dans l'hémicycle avec une foule qui l'acclame. Non mais très sincèrement, on marche sur la tête. Donc qu'aujourd'hui on puisse se féliciter, non mais je termine, qu'on puisse aujourd'hui se féliciter que les députés de la France Insoumise travaillent et font leur boulot, je trouve ça absolument aberrant. Alors, un petit droit de réponse. Non, mais en fait, l'idée, c'est pas de faire une polémique ou un clash pour parler comme les Insoumis. C'est juste que, je pense qu'on a pas le même. Vous voulez dire qu'ils travaillent. Non, c'est juste que. Réalité est plus moi, ce que je veux faire, c'est partager aux auditeurs des choses que j'observe au quotidien en tant que journaliste politique, qu'on met pas souvent en avant. Après, Shannon, c'est normal, vous êtes militante politique, donc vous avez un langage de militante politique, mais je vous dirais que quelque part, les députés LREM sont aussi offensifs. C'est une forme d'hypocrisie, donc vous êtes en train de nous dire de la part des députés LREM. Non, c'est pas de l'hypocrisie, c'est que... Non, mais ils savent ce qu'ils font. C'est eux qui se mettent en scène. Non, mais ils savent ce qu'ils font. Oui, mais justement, c'était le coup de cœur dans le coup de gueule. Je comprends pas pourquoi ils mettent pas en scène leur travail et leur attitude constructive, mais j'estime que quand on est dans un débat qui est... il y a toujours de l'huile sur le feu, c'est important aussi de dire aux gens qu'en réalité, en commission, les gens font pas des clashs, ils travaillent et les règles républicaines sont respectées. Non, mais en fait, ce que vous décrivez là, c'est tout simplement le travail parlementaire tel qu'il s'exerce dans toute démocratie mature. Et donc, le jeu de mise en scène auquel vous faites référence, qui effectivement est surexagéré par la France Insoumise, avec une violence inédite et qu'il faut bien sûr condamner, mais elle est également une mise en scène de la part de la majorité, elle est également une mise en scène de la part des Républicains, elle est également une mise en scène de la part du Rassemblement National. Pourquoi ? Parce que notre mode de scrutin amène finalement à entretenir des oppositions toujours plus violentes pour singulariser les différences. Pourquoi ? Pour être prêt à se dire, dans 5 ans, j'incarnerai la meilleure opposition face à Emmanuel Macron, et à l'inverse, je suis chacun joue son couloir. Pourquoi ? Parce que, contrairement en Allemagne, où il est très habituel et complètement admis que les formations politiques qui sont opposées travaillent entre elles. Pourquoi ? Parce qu'elles doivent composer un gouvernement pour diriger le pays. Effectivement, en France, vu qu'on a cette prévalence de la figure présidentielle qui écrase tout, qui a toute l'incarnation politique devant elle, et ben finalement, le Parlement n'en revient qu'à être... aux yeux du débat public, aux yeux des Français, finalement, un lieu d'affrontement. Alors sauf qu'en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. La réalité, c'est pas vrai, Lucas. Franchement, vous êtes journaliste politique et moi aussi. Moi, j'ai rencontré des députés à l'Assemblée nationale cette semaine et la semaine dernière. Vous pouvez pas dire qu'il y a un climat. Alors déjà, le climat habituellement depuis 5 ans, il était un peu détestable à l'Assemblée nationale, mais là, il est pas détestable. Il est irrespirable, ce climat à l'Assemblée nationale, honnêtement. Et après, tout le monde participe à ça. C'est vrai que, honnêtement, les députés Renaissance, dès qu'ils peuvent sauter sur une occasion, ils le font. Adrien Quatennens, vous l'avez dit, mais ok, on a compris. Et Aurore Berger revient dessus hier. Pareil pour le Rassemblement National, qui s'en sort le mieux d'ailleurs. Au passage, le Rassemblement National, faut le dire, c'est quand même dramatique, mais c'est la réalité. C'est les grands gagnants. De Lokidor, pareil. Et honnêtement, la France Insoumise, les propos qu'ils tiennent, moi j'ai parlé avec des députés insoumis, ils savent exactement ce qu'ils font. Ils savent, vous parlez du travail en commission, mais ils savent exactement ce qu'ils font quand ils font les rappels au règlement toutes les 5 minutes. Ils savent exactement ce qu'ils font. Quand vous avez Hugo Bernalicis hier, qui traite la présidente de l'Assemblée nationale d'agent provocateur, mais on n'a jamais vu ça. Quand vous avez un député qui en plein hémicycle dit à un ministre que c'est un assassin, on n'a jamais vu ça. Donc ils savent exactement ce qu'ils font. Après ils s'excusent. Même les propres alliés de la NUP entre eux ne se soutiennent pas. Et ça, on va en parler dans quelques secondes. C'est en train d'exploser. Donc en vérité, aujourd'hui, peut-être qu'ils travaillent, mais c'est pas ce qu'ils veulent qu'on voit. Et ils le savent très bien, à mon sens.
On marque une pause, 9h28 sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à 10h, je voulais qu'on parle du RN, vous l'avez évoqué rapidement il y a quelques instants, le Rassemblement national qui donc proposait une motion de censure. Écoutez ce que disait Sébastien Chenu, puisque vous savez que la NUPES, LFI, la NUPES, oui, a décidé de ne pas voter. Écoutez ce que disait Sébastien Chenu ce matin. Alors, la motion de censure qu'a proposée Marine Le Pen, en fait, c'est un référendum parlementaire. C'est-à-dire que le seul vote qui va exister sur cette réforme des retraites à l'Assemblée nationale, le seul moment où on va voter sur l'ensemble du dispositif, c'est grâce à cette motion de censure, donc à ce référendum parlementaire. C'est-à-dire que, grosso modo, vous êtes favorable à cette réforme des retraites, vous ne votez pas la motion de censure, et vous êtes contre la réforme des retraites si vous la votez et qu'il y a une majorité, ce soir, à minuit, il n'y a plus de réforme des retraites. Madame Borne s'en va avec son dossier sous le bras. Voilà, mais oui. Non, c'est drôle, l'expression Lucas référendum parlementaire, je crois que Sébastien Chenu est à deux doigts d'inventer le vote en hémicycle. C'est d'inventer comme ça des périphrases pour dire ce qui a toujours existé. Il y a peu de chances que ce soit adopté. Ce sera adopté ce sera présenté après minuit. Ce qu'il oublie complètement de dire, Sébastien Chenu, c'est que demain, Elisabeth Borne part avec ses valises, comme il l'appelle de ses voeux. Mais qui remplace, en fait? Est-ce que le Rassemblement national est capable de proposer un gouvernement? Ils vont aller voir justement Saint-Toul, Ruffin, en leur disant « construisons un gouvernement ». Vous pensez sérieusement que c'est possible? Donc moi je veux bien cette motion de censure. C'est quoi le rôle d'une motion de censure? C'est on vote et puis si elle est votée, effectivement, le gouvernement s'en va. Mais à la minute où le gouvernement s'en va, il faut trouver un nouvel gouvernement. Aujourd'hui, la majorité présidentielle est la seule force politique, avec des appoints possibles, certes, mais la seule force politique qui peut avoir cette capacité à gouverner le pays, même si c'est fébrile, même si parfois ça suppose des consensus toujours plus important à trouver, mais c'est la seule force politique. Il y a eu un vote quand même des élections législatives en juin 2022. Il en est ressorti que certes, la majorité est relative, mais il y a une majorité tout de même. Non, et je suis complètement d'accord avec Lucas. Par ailleurs, je crois que les oppositions au sein de l'hémicycle oublient trop souvent que le président de la République, il a été élu sur un programme dans lequel il était inscrit noir sur blanc lors des élections présidentielles d'abord, puis lors des élections législatives, qu'il y allait avoir une réforme des retraites, et le président de la République a été élu sur un programme où cela a été mentionné. Ça c'est un argument. C'est surtout en opposition au Rassemblement national aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour le président, non pas pour la réforme des retraites, mais parce qu'ils ne voulaient pas voir Marine Le Pen au pouvoir. C'est une question d'interprétation. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on a un président de la République qui est élu. Non mais on a tout de même un président de la République qui est élu, et je crois qu'il y a aussi une légitimité qu'il faut pouvoir accorder aux urnes. Et aujourd'hui, on se rend compte que les oppositions, in fine, on le voit, ne veulent pas gouverner. Je vais vous dire, je vais vous donner un scoop aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon, il ne souhaite pas arriver à l'Élysée. Marine Le Pen, elle ne veut pas arriver à l'Élysée. Ce qu'ils veulent, c'est justement privilégier. Mais moi, je vous le dis, aujourd'hui, les oppositions ne souhaitent. Les oppositions aujourd'hui ne souhaitent qu'une seule chose, c'est bordéliser le pays, c'est faire en sorte que des éléments de langage. C'est la reprise parfaite des éléments de langage. Arrêtez, dès lors qu'on avance un propos qui ne vous plaît pas, on parle tout de suite d'éléments de langage. Il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on voit, je suis désolée, un Jean-Luc Mélenchon qui appelle à bloquer le pays le 7 mars, appelez ça comme vous voulez, mais pour moi c'est bordéliser le pays et c'est faire en sorte que des scènes insurrectionnelles et de chaos se propagent dans le pays. Donc on peut appeler cela comme on veut. Appelez ça si vous le souhaitez des éléments de langage, mais in fine l'objectif c'est pas de débattre. Vous avez 72% des Français qui rejettent cette réforme des retraites. Mais donc comment expliquer que la NUPES, qui est contre cette réforme des retraites, refuse? Enfin, moi, c'est un truc que je ne comprends pas, que la NUPES refuse de voter. Je ne prends pas parti ni pour ni contre la réforme des retraites, mais ils se battent contre cette réforme. Sébastien Chenu ce matin a expliqué, si on vote cette motion de censure, il n'y a plus de réforme des retraites. Donc peut-être parce que ça voudrait dire que c'est le RN qui a fait capoter la réforme des retraites.
retraite. Donc c'est eux qui prendront l'initiative du retrait, ceux qui en seront renforcés. Donc évidemment, je pense que la NUPS le veut pas. Et il y a un autre truc aussi qui est important et qui est en train de se passer dans le pays. On en avait parlé au début de l'émission, mais quand on regarde les scores de la gauche aux législatives et à la présidentielle, globalement, la gauche était surpuissante dans les centres-villes et dans les banlieues. Et dans ce qu'on appelle la France périphérique, elle était totalement en voie de disparition. Une ville comme Albi, qu'on mentionnait en début d'élection, j'ai pas les chiffres en tête, mais j'imagine que c'est totalement la France des préfectures et des sous-préfectures, où le Rassemblement national a fait un score de malade, où Mélenchon a reculé. Là, pour la première fois, cette France périphérique, peuplée en ce qu'on appelle de travailleurs de back-office, donc des chauffeurs-livreurs, des gens qui travaillent dans des entrepôts, des petits fonctionnaires, se mobilisent contre la réforme des retraites. C'est l'opportunité unique pour la NUPS, s'ils sont pas trop cons, de réussir à récupérer cette France-là. Et justement, là, le RN va essayer de faire une contre-offensive, de reprendre cet électorat. Et donc, quelque part, c'est logique que la NUPS ne va pas suivre le RN sur cette motion de censure. Oui, Alex Darmon. Non, mais c'est assez intéressant tout ce qui est dit, mais le fait de dire que Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon ne veulent pas aller à l'Élysée, franchement, il faut que vous vous réveilliez, parce que honnêtement, Marine Le Pen, ça fait 3 fois qu'elle se présente, qu'elle progresse élection après élection, et elle a dit qu'elle se présenterait pas en 2027, personne ne la croit, parce que son seul et unique objectif, c'est d'aller à l'Élysée. Et ce qui est en train de se passer dans le pays aujourd'hui participe à cet objectif. C'était vrai pour Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, alors c'était constant. Exactement. À chaque fois qu'il était haut dans les sondages, à chaque fois il sortait un truc antisémite, un truc raciste, parce que vraiment il avait peur d'arriver au pouvoir. Et qui était favorable à la retraite à 65 ans. En plus, parce qu'à l'époque, le RN avait plutôt une ligne libérale. Marine Le Pen, on voit depuis 3 ans qu'elle a fait tout ce qu'il faut pour un jour gagner. Et quelque part, ça marche. Elle est en train... En 2022, elle a pris du crédit dans les classes moyennes. Elle a arrêté de parler de fin de l'euro, de Frexit, pour justement rassurer les retraités. Autour d'elle, elle a nettoyé autour d'elle. Autour d'elle, elle a nettoyé. C'est une certitude qu'il y a une dédiabolisation, comme on aime parfois l'appeler, de Marine Le Pen et du Rassemblement national de manière générale, qui est, il faut le reconnaître, déconcertante. Et moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'effraie. Combien de Français qui ont voté pour elle, elle est arrivée au second tour. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Il y a effectivement une dédiabolisation de la personne et du Rassemblement national, bien évidemment, qui aujourd'hui est en train de s'éloigner de la figure de Jean-Marie Le Pen, qui lui incarnait un parti d'extrême droite en tant que tel. Quand vous regardez effectivement les résultats des dernières élections, eh bien, les grands gagnants, pour moi, c'est pas la France insoumise, c'est le Rassemblement national qui a multiplié par 10 le nombre de ses députés au sein de l'hémicycle, et c'est inquiétant. Et par ailleurs, quand on compare avec la France insoumise, le Rassemblement national est effectivement plutôt calme. On les entend très peu. Moi, je vois parfois certains collègues de chez Renaissance qui, eux, siègent au sein de l'hémicycle. Ils nous le disent. On le voit d'ailleurs sur cette réforme. Ils n'ont déposé que 238 amendements pour la réforme des retraites et ils se situent sur un créneau qui est autre. Pour eux, c'est la natalité. Donc, on voit effectivement qu'ils ont choisi d'utiliser cette réforme des retraites pour montrer que s'il y a une opposition, c'est une opposition qui est plutôt constructive, avec un nombre d'amendements qui est plutôt faible, et en prenant bien évidemment l'angle de la natalité à visée identitaire comme étant leur angle d'attaque. Et donc l'arrière-pensée, c'est pas d'arriver au pouvoir avec cette stratégie ? En tout cas, c'est de montrer qu'ils ont une stratégie qui est différente de celle de la NUP. Quand vous avez un Jean-Luc Mélenchon qui, hier, en meeting à Bobigny d'ailleurs, en Seine-Saint-Denis, là où je suis élu, déclarait que si les députés de la France Insoumise ont été élus, c'est pour une seule chose, c'est pour être dans l'opposition et pour ne pas être des larbins, pour reprendre les termes de monsieur Jean-Luc Mélenchon, de la majorité et du président de la République, c'est effectivement très inquiétant. Oui. Non mais je rejoins Shannon, la progression, parce que en réalité à gauche on va pas se raconter d'histoire. S'ils ont le groupe, l'intergroupe NUPS décomposé des 3 groupes, et s'ils ont largement progressé par rapport à 2017, ça n'est que du fait de l'alliance. En réalité, vous regardez en pourcentage le nombre de voix cumulées, on est quasiment sur les mêmes niveaux que 2017. Vraiment. Et donc, il n'y a pas eu de progression folle, contrairement à ce que l'on peut penser quand on regarde la répartition de l'hémicycle de la gauche. En revanche, effectivement, le Rassemblement national, lui, a progressé en pétant un certain nombre de plafonds de verre auxquels il était astreint jusqu'alors. Donc, face à cette situation, comment on réagit ? Je pense que... Juste pour compléter ce que dit Lucas, un chiffre que moi je trouve fou et que j'aime bien citer, c'est que les députés NUPS, il y en a 33%, donc un tiers qui sont élus en Ile-de-France. Pour les députés LFI, c'est 40% qui sont élus en Ile-de-France. Et quand on prend, alors le groupe de, je sais plus combien ils sont, 21 ou 23 députés ELV, plus de la moitié d'entre eux sont élus dans le centre des grandes métropoles. Ils ont 3 députés à Paris, 2 députés dans le centre de Lyon. Prenez la Seine-Saint-Denis, 12 circonscriptions sur 12 sont passées aux mains de la NUP en Seine-Saint-Denis.
Ce qui montre encore une fois, mais ça réfère littérature, mais le morcellement du pays. L'ensemble des sociologues s'intéressent à la question, la France sous nos yeux, c'est-à-dire qu'on vit un pays fracturé comme jamais il n'a été fracturé, avec des sociologies vraiment, mais qui partagent en commun de moins en moins de choses. Donc ça, c'est un vrai motif d'interaction. Je termine juste sur le Rassemblement national pour dire comment on réagit face à cette progression. Il y a eu une stratégie un peu historique, c'était de dire voici les diables, nous ne parlons pas aux diables, nous ne adressons pas à eux. Effectivement, ça a été longtemps le cas avec Jean-Marie Le Pen et avec sa fille. Là, je pense qu'il faut vraiment changer de braquet. La réalité, et le gouvernement essaye de le faire, mais timidement, c'est de dire qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que vous proposez ? Parce que la réalité, c'est que leur projet, à bien des égards, il est vide. Il est vide, il est démagogue, et fondamentalement, il mènerait le pays à la ruine, ou à du moins à un déficit de compétitivité criant, des incohérences, mais dont vous n'avez même pas idée. C'est-à-dire que d'un côté, on dit il faut moins d'impôts, mais en même temps, il faut mettre le paquet sous le social. Bien sûr, tout le monde veut mettre le paquet sur le social. Mais quand vous avez un niveau de dépenses publiques qui représente 55% du PIB, en fait, on interroge la cohérence de la ligne. Et en fait, c'est que, vu qu'ils sont un peu dans l'arrière-boutique pendant que LFI prend tout l'espace à raconter n'importe quoi, les gens se disent, oh, ils ont l'air sympas, ils ont l'air respectables. Ils non, ont des cravates, il faut les interroger sur le fond de ce qu'ils proposent pour essayer de montrer un ton soit peu. C'est taxé. Taxé. Voilà. Ouais. Enfin, moi, j'entends tout ce qui est dit, mais il y a quand même des gens qui nous écoutent, qui ont voté Rassemblement National par conviction. Et je pense qu'il s'est passé quelque chose, même politiquement dans le pays aujourd'hui. Et vous pouvez pas dire que les députés Rassemblement National qui ont été élus n'ont rien à proposer. Non, mais vous dites qu'il faut les interroger, il faut aller en débat avec eux. C'est fait tous les jours. Après que vous soyez d'accord, pas d'accord, ça reste l'avis de chacun. Moi, je suis pas là pour dire pour qui je vote aujourd'hui. Mais la politique, c'est aussi ça. Et ils le font, les députés. Ils sont pas arrivés là par hasard. C'est ça que je veux vous dire. Marine Le Pen n'est pas arrivée au second tour 2 fois d'affilée par hasard. Marine Le Pen est arrivée. Alors, on pourrait interroger son programme économique. Je pense qu'on serait tous d'accord pour dire qu'il est un peu tangent. Mais au-delà du programme économique, ils ont, et pour avoir fait un documentaire politique, 2 ans en immersion sur une personnalité qui passera bientôt à la télévision, je peux vous dire que c'était face à des personnalités d'extrême droite, ils ont bossé. Depuis 10 ans, ces personnalités, ces élus, ces gens qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale ont bossé. Et donc, pas tous, je suis d'accord avec vous, mais comme chez Renaissance, comme à France Insoumise, ou comme Europe Écologie Les Verts, où il y a des mecs qui ont été, ou des nanas qui ont été parachutés ici, qui se sont retrouvés par hasard. Donc on peut pas dire aujourd'hui, ce matin, ils n'ont rien dans leur programme, ils n'ont rien à proposer. Si c'était le cas, ils seraient pas à ces postes-là. C'est pas ce que je dis, mais pendant longtemps, et c'est encore le cas en grande partie de Sébastien Chenu ce matin que j'écoutais avant d'être dans le studio, c'est vrai que leur posture, et elle est facile, ça a été d'être pendant longtemps un parti, et Lucas le rappelait tout à l'heure, un peu d'agitateur. Ensuite, c'est devenu un parti d'opposition, mais ils n'ont eu, à l'exclusion de quelques collectivités ici et là, jamais eu le rôle de responsabilité. Donc l'essentiel de leurs propos médiatiques se concentre à dénoncer ce que font les gouvernements successifs, que ce soit Nicolas Sarkozy avec cette UMPS. Donc c'est une posture, entre guillemets, beaucoup plus facile que lorsqu'on a à défendre un bilan sur des politiques éminemment complexes. Ce qui devrait faire peur à l'opposition de RN, c'est que les quelques collectivités locales que le RN a gagnées, ils les gardent. Et leurs élus sont réélus haut la main. Mais donc ça veut juste dire, excusez-moi, qu'ils ont un bilan politique et qu'ils sont capables de le défendre. Selon vous, quelle formation politique incarne le mieux l'opposition au président de la République ? C'est un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio qui date de la semaine dernière. Le Rassemblement national, 37%. 37%. Arrive ensuite la France Insoumise, 32%. Et après, je vous raconte même pas, les Républicains, 13%, Europe Écologie Les Verts, 4%, le Parti Socialiste, 6%. Et on a même Reconquête qui est au-dessus. Ce qui est très intéressant, Valérie, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont pas du tout dans les électeurs RN qui considèrent que le RN se pose mieux. Et ça rejoint d'ailleurs les résultats des dernières législatives, où quand on avait le choix entre un député LFI et un député RN, plein d'électeurs qui n'étaient ni RN ni LFI se disaient finalement on va voter RN parce que c'est le moindre mal. C'est le moindre mal. Mélenchon est perçu comme plus dangereux que Marine Le Pen. C'est pour ça, Shannon, que je pense qu'il ne faut pas
il ne faut pas penser que le but du Rassemblement national, c'est de rester dans la fonction tribunicienne. Moi, ce que je pense, par ailleurs, c'est que cette réforme des retraites, ce sera aussi l'occasion d'avoir une recomposition du paysage politique. Quand vous avez une coalition de la NUP, on se rend compte ici de façon très claire que ça n'a été qu'un accord d'appareil dans le cadre des élections législatives notamment. On le voit notamment avec le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui hier dénonce l'attitude du Parti communiste et de Fabien Roussel qui a fait preuve d'un esprit de responsabilité que je tiens à saluer ce matin à votre micro et qui a retiré un certain nombre d'amendements. On voit bien que ici, on a d'un côté, et ça apparaît de façon très claire, des élus de la France insoumise qui ne cherchent qu'une seule chose, c'est être dans l'opposition pour l'opposition sans effectivement aborder le fond, avec de l'autre côté effectivement le Parti socialiste, et je pense à Jérôme Guedj et à Fabien Roussel côté Parti communiste, qui ont salué justement le fait qu'il y ait eu un retrait des amendements. Donc on voit bien ici que cette coalition ne tient pas. Elle ne tiendra pas par ailleurs, et je suis prête à parier qu'il y aura par ailleurs des difficultés dans le cadre des élections européenne notamment. Donc j'ai bon espoir que nos concitoyens ouvrent les yeux et se rendent compte que cette coalition de la NUP, finalement, ce n'est qu'une coquille vide. À suivre, on va parler de la NUP justement dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. À 10h, on parlait de la NUPES, effectivement, où on sent qu'il y a quand même c'est un mouvement qui ne va peut-être pas pouvoir continuer comme ça. C'est un mouvement de toute façon qui est idéologiquement, il y a de tout et de rien. On va voir des socialistes qui sont... c'est un accord qui a été fait clairement pour les législatives. Oui. Et donc, comme le disait Shannon, je ne sais plus si on était à l'antenne ou pas, effectivement, ça risque de péter pour les européennes. Ouais. Mais après, en revanche, le seul, entre guillemets... point commun qu'ils peuvent avoir, c'est d'être contre la réforme du travail. Ouais. Donc je pense que sur la question de la réforme, l'attelage va à peu près tenir, même s'il y a des désaccords. Il y en a qui disent il faut passer directement à l'article 7, d'autres qui disent qu'il faut bloquer avec un maximum d'amendements. Mais globalement, c'est le jour aujourd'hui. Globalement, ils sont d'accord pour être contre la réforme. Mais après, quand on va parler d'immigration, quand on va parler de sécurité, quand on va parler de République, là, je pense qu'il va y avoir des grosses fractures. Oui, mais effectivement, et le retrait des amendements du PC hier, on a vu le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui dit incompréhensible. Pourquoi se précipiter à cet article? Non mais qui est étonné aujourd'hui au sein de la NUPES que ça pète ou que ça marche pas dans les mois qui viennent? Moi, je vais aller plus loin. Je pense qu'au sein même de la France insoumise. Oui, bien sûr. Au sein même de la France insoumise, ça va péter très vite, en vérité. Ouais. Vous avez des blocs qui ne se parlent plus. Je ne sais pas si vous avez vu ces images ces derniers jours sur Clémentine Autain, qui est complètement inaudible auprès même de ses collaborateurs, de ses collègues députés, qui ne veulent plus travailler avec elle, clairement. Donc au sein même de la France insoumise, qui est quand même la maison mère de cette grande entreprise qui est la NUPES, puisqu'on parlait d'entreprise au début de l'émission, ça va péter. Déjà, au début. En fait, Jeannine, je ne sais pas qui commence. Moi. Vas-y, continue. En fait, ce qui s'est passé à la France insoumise, c'est très intéressant. C'est l'opposition interne, c'est une histoire de changement de génération. C'est-à-dire qu'à la base, la France insoumise, c'était un parti avec des anciens du parti de gauche. C'était vraiment la gauche à l'ancienne, laïque, républicaine, universaliste, bien à gauche. En 2017, effectivement, Mélenchon a changé un peu sa ligne. Il y a eu plein de jeunes qui viennent de Sciences Po, de fac de sociaux, etc., qui sont, j'aime pas trop le terme, mais entre guillemets, c'est ça, qui sont woke. Donc ils sont beaucoup plus communautaristes, beaucoup plus attachés à l'écologie, aux questions de féminisme, etc., etc. Et ces deux générations, en fait, sont en train de se clasher. On le voit dans l'affaire Canin, un peu, il y a la vieille garde qui dit non, parce que la vieille garde de gauche, ils sont intrinsèquement machistes. Il faut rappeler que la cellule de violence, de lutte contre les violences sexuelles, là, Mélenchon l'appelle le machin et s'en sert d'un outil, en fait, pour régler des comptes dans le parti. Mais pour les jeunes, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, effectivement, il y a un clash en interne qui est en train de se faire. Qu'est-ce qu'il peut... Non, mais cette opposition intra-NUP, si on peut la qualifier de telle, elle est bien, elle s'illustre bien par deux figures finalement. Je dirais Daniel Obono et puis François Ruffin. Daniel Obono, effectivement élu dans la je ne sais plus combienième circonscription de Paris, où il y a une
très urbain, effectivement, incarnant peut-être un peu de wokisme à certains égards, peut-être fervent défenseur d'une certaine cancel culture. Elle a été élue avec 30% de votants. Oui. Non, mais c'est important de le rappeler. Beaucoup, et franchement, je pense que beaucoup peuvent être assez humbles sur le sujet. François Ruffin, à l'inverse, élu dans une circonscription près d'Amiens, avec effectivement beaucoup d'électeurs en réalité qui pourraient avoir le profil pour voter Rassemblement National, mais qui ont été retenus par un discours sans doute plus productiviste aussi, où on considère que l'industrie n'est pas un gros mot, n'est pas quelque chose où il faut éteindre la lumière. Donc il y a vraiment deux lignes qui s'incarnent à gauche, et il va être intéressant de voir qui arrive à capitaliser, qui arrive à prendre le lead, parce que ça dictera sans doute la capacité de l'un ou de l'autre à agréger un électorat bien spécifique dont on parlait tout à l'heure. C'est des électorats qui n'ont rien de commun. Quand on regarde la circo de Ruffin, il y a tous les quartiers nord d'Amiens qui sont des cités. Et en fait, il a gagné grâce à cette partie-là. Après, il y a des villes qui sont un peu plus désindustrialisées, entre guillemets, peuplées de petits blancs. Et là, c'est le Rassemblement national qui arrive en tête, y compris aux législatives. Vous savez quelque chose. Mais vous savez, je crois que, comme je l'ai rappelé en début d'émission, je suis élue à Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, département dans lequel la France Insoumise et la coalition de la NUP, de manière générale, a effectué un grand chelem. 12 circonscriptions sur 12 sont passées aux mains de la NUP. Je peux vous assurer que je suis sur le terrain toutes les semaines, tous les week-ends, je vais à la rencontre de nos concitoyens. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans l'esprit collectif et on est en train de se rendre compte que les élus de la NUP, malheureusement, vivent sur une autre planète. Il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de fond. Pour eux, la réponse face à une retraite par répartition, un système de retraite de répartition qui sera mis à mal très prochainement, et bien la seule solution, c'est de taxer. Aujourd'hui, notre économie souffre à cause des riches. Il faut taxer les milliardaires. Ils sont en train de promouvoir par ailleurs un système dans lequel ils souhaitent développer l'assistanat auprès de nos jeunes, pour qui la réussite sociale est une tare. On se rend compte qu'ils sont en train de se perdre. Il n'y a plus de ligne. Et ce qu'on retient aujourd'hui, vous me permettez de le rappeler, c'est que pour moi, les élus de la NUP, les députés de la NUP, ce sont de très bons comédiens, mais ce ne sont pas des hommes politiques dignes de leur fonction. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent sur les marchés? Hier, on a posé la question à Jacques Mien. Quand vous allez sur les marchés à Rosny, qu'est-ce qu'ils vous disent vos administrés, enfin ceux qui sont les habitants par rapport à la réforme des retraites? Eh bien, vous savez, il suffit de prendre le temps de parler avec les personnes que vous rencontrez sur le terrain et de leur expliquer le bien fondé de cette réforme. De leur expliquer que si nous n'agissons pas, nous allons avoir un système de retraite qui sera déficitaire. Et ils le comprennent parce qu'ils se rendent compte que derrière, face à cela, quelles sont les propositions de la NUP, si ce n'est que d'hurler dans l'hémicycle, si ce n'est que d'invectiver et d'insulter certains membres et certains députés de notre majorité. Eh bien, il n'y a rien. Et je crois profondément que nos concitoyens ne sont pas dupes. Je crois profondément que les Françaises et les Français sont lucides et qu'ils se rendront compte à l'issue de cette réforme des retraites que vous avez d'un côté une majorité qui cherche à construire. Vous savez, l'Assemblée nationale, je suis ravie de voir que l'Assemblée nationale n'est pas une chambre d'enregistrement, je m'en félicite. Nous n'avons pas de majorité, c'est un fait. Nous avons une majorité qui est relative. Nous sommes prêts à débattre, mais dans le respect, dans le dialogue et dans un esprit qui soit constructif. Moi, j'apprécie votre prédisposition à débattre. Je trouve qu'il y a quelque chose sur lequel vous n'avez pas du tout débattu, alors que c'est pourtant une vraie proposition intéressante et qui relèverait un certain nombre de défis. Quid de la retraite dans une dose, bien sûr, mais par capitalisation, ce qui se fait dans beaucoup de pays, ce qui se fait dans la fonction publique, ce qui se fait dans la fonction publique avec un soutien en plus de toutes les centrales syndicales qui gèrent les pics, qui fait ce système-là. Pourquoi le gouvernement n'a pas eu l'audace de pousser ce sujet-là? Écoutez, il y a un projet de loi qui a été présenté, qui, comme vous le rappelez par ailleurs Valérie, passera au Sénat dès ce soir après minuit. On est ouvert au débat, mais quand vous avez des dizaines de milliers d'amendements qui sont proposés par les oppositions, je ne vois même pas comment vous pouvez ouvrir un débat sur une retraite par capitalisation. Vous avez des oppositions qui rejettent l'article 2 qui propose justement un index sur l'emploi des seniors. À partir de ce moment-là, il y a un rejet en bloc de la réforme des retraites de manière générale. Il n'est même plus question de retraite par capitalisation et autres. On peut même pas débattre sur le fond de cette réforme-là. Philippe Juvin a poussé des propositions. Mais qu'ils proposent, mais ils sont dans l'obstruction. Vu qu'il y a l'obstruction, on peut pas débattre des propositions que les députés qui en font réellement et qui sont intéressantes, c'est la faute à l'obstruction. Oui, c'est la faute à l'obstruction. Vous avez la capacité de mener un peu l'ordre du jour. Non, absolument pas. Bien sûr que si. Absolument pas. Qu'il y ait des amendements constructifs qui soient proposés, nous les étudierons.
Ouais, ça vous fait sourire. Non, bah oui, non, mais j'entends tout ce qui est dit, puis c'est très intéressant. On verra maintenant. Moi, ce qui va être intéressant, ça va être le texte qui va arriver au Sénat. Bien sûr. Objectivement, parce que ça repart à zéro. Ça repart à zéro. Et alors, même si on dit que c'est toujours l'Assemblée qui décide, c'est un peu ce qui existe dans l'inconscient des gens, ce qui est un peu vrai au fond. Les débats au Sénat sont toujours très intéressants parce que toujours très animés et très volontaire. Et puis surtout qu'il n'y a pas de majorité. Et souvent de meilleure qualité qu'à l'Assemblée nationale. Exactement, il y a vraiment des vrais échanges. Les sénateurs dorment très peu, malgré le fait qu'on dise qu'ils sont très vieux. Ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est plus vrai aujourd'hui. Ce qui n'est plus vrai. En tout cas, les débats au Sénat sont vraiment toujours très pertinents et très intéressants. Et surtout, comme je le dis, il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité Renaissance au Sénat et même une majorité de droite. Donc ça va être intéressant de voir comment va se comporter LR, parce qu'on parle de LFI, on parle de tous ces partis-là, d'Europe Écologie Les Verts, tous les partis de RN, mais on parle très peu de LR qui est quand même le point de bascule dans cette réforme des retraites. Très important. Écoutez un peu les propositions. Surtout que le groupe LR du Sénat est différent du groupe LR à l'Assemblée. Ouais, et pour une raison très simple, en fait, c'est que les LR de l'Assemblée, entre guillemets, c'est des survivants. LREM a cherché à les tuer et a mis des candidats contre eux. Donc forcément, ils ont une sorte d'animosité, ils vont être moins ouverts au dialogue. À suivre. Merci à tous les quatre. Dans un instant, l'émission Média. À tout de suite. Merci Valérie.